Sous la pâle clarté lunaire, le vent du désert caresse des blocs de pierre patinés par des millénaires, et l'on croit entendre un souffle ancien, porteur de récits plus vieux que l'écriture. Quels rituels secrets guidèrent tant l'alignement mystérieux de ces mégalithes, bien avant que l'histoire ne s'écrive? Pourquoi des symboles énigmatiques surgissent-ils là où aucune civilisation n'aurait dû s'épanouir? Sous la poussière et les silences volontaires, gisent des fragments de mondes engloutis, tissant une toile de cités disparues, de technologies oubliées et d'artefacts qui défient nos repères chronologiques. À chaque fouille, de nouvelles énigmes émergent, défiant les théories établies et dévoilant les lacunes d'un récit officialisé. Quelle vérité se glisse dans les interstices de nos chronologies et qui choisit ce qui doit demeurer enfoui? Laissez-vous guider par ces pierres muettes et découvrez l'étrange qui sommeille dans les failles du temps. Sous un ciel constellé d'étoiles, les silhouettes monumentales de Göbekli Tepe se découpent comme des ombres venues d'un âge irrévocablement enfoui. Le vent souffle à travers les hautes colonnes de calcaire, portant avec lui un écho muet de chants disparus. Comment expliquer qu'un sanctuaire d'une telle envergure ait été construit près de 10 000 ans avant notre ère, à une époque où l'homme n'avait pas encore inventé l'agriculture? Chaque pierre, polie, gravée, dressée, chuchote l'existence d'un savoir antérieur à l'histoire telle qu'on la raconte. Quels secrets ces cercles de pierre cherchent-ils à dérober au silence? La découverte de Göbekli Tepe remonte aux années 1960, lorsque des archéologues repérèrent par hasard de grands blocs enfouis sous le sable anatolien. Ce n'est qu'à partir de 1994 qu'une équipe dirigée par Klaus Schmidt commença à déterrer les premières dalles. Les datations au carbone situèrent la construction entre 9600 et 8200 avant Jésus-Christ, soit plus de 6000 ans avant Stonehenge ou les pyramides d'Égypte. Comment des communautés de chasseurs-cueilleurs, supposées nomades et dispersés, ont-elles mobilisé tant de ressources et d'organisations pour ériger ces monuments spectaculaires? Les enceintes de Göbekli Tepe se composent quand même de cercles concentriques d'aires sacrificielles, délimités par d'immenses tintements de piliers en forme de T. Hauts jusqu'à 6 mètres, ces blocs de calcaire portent des représentations animalières finement sculptées, renards aux yeux perçants, oiseaux aux ailes déployées, scorpions menaçants. Chaque motif rappelle une faune dont les contours symboliques dépassent la simple observation naturaliste. Ces colonnes anthropomorphes, érigées comme des sentinelles, interrogent sans la fonction même du lieu. Était-ce un observatoire cosmique, un centre rituel ou un sanctuaire dédié à des divinités oubliées? Le plus surprenant réside dans l'absence quasi totale de traces d'habitat autour du site. Aucun foyer permanent, aucun tas de coquillages ni de noyaux de baies n'a été retrouvé dans les fouilles. Seules ces pierres, parfaitement dégrossies, mais dont l'aspect monumental défie toute explication utilitaire, émergent de la colline. Les archéologues peinent à saisir si ces espaces étaient conçus pour une élite spirituelle, un groupe itinérant de prêtres ou un assemblée plus vaste. Pourquoi consacrer un tel artifice à un usage sporadique? La nature même de Göbekli Tepe déconstruit la vision linéaire de l'évolution culturelle. Selon le modèle classique, l'agriculture précède la sédentarisation puis la monumentalisation. Ici, c'est l'inverse. Un établissement rituel grandiose jaillit avant toute forme de village permanent. Cette inversion soulève une énigme fondamentale. La quête spirituelle aurait-elle précédé et même favorisé la domestication des plantes et des animaux? Les datations confirment une chronologie qui échappe au paradigme traditionnel, creusant un fossé entre nos certitudes et les vestiges du passé. Autre mystère, vers 8200 avant Jésus-Christ, les bâtisseurs eux-mêmes semblent avoir enseveli délibérément leur propre création sous des tonnes de terre. Les cercles de pierre furent en temps minutieusement recouverts, comme pour préserver un secret voué à l'oubli. Qui décida de masquer ce lieu? Était-ce un geste rituel de clôture, une protection contre une catastrophe imminente, ou une volonté de rompre avec un passé jugé périmé? Les raisons de cet enfouissement restent aussi insondables que les piliers exposés. Les gravures animales, quant à elles, livrent un langage visuel dont nous avons perdu la traduction. Certains y voient une mythologie primitive, où l'homme dialoguait avec les forces de la nature. D'autres pensent reconnaître des constellations ou les signes d'un calendrier saisonnier. Pourtant, aucune inscription phonétique n'a survécu, aucun mot ne nous guide vers l'intention première. L'effacement des langages oraux et l'absence d'écrit rendent toute interprétation conjecturale et toute hypothèse vacille face à l'immensité de l'inconnu. Parmi les théories les plus intrigantes,
certains chercheurs suggèrent que Göbekli Tepe jouait le rôle d'une cathédrale pour des communautés dispersées, un lieu de rassemblement ponctuel où se nouaient alliances et mariages, échanges et rituels. D'autres estiment qu'il s'agissait d'un sanctuaire astronomique, aligné sur des axes solaires ou lunaires dont l'usage liturgique se ressentait lors des solstices et équinoxes. Pourtant, le manque de relevés précis et la disparition des structures annexes compliquent la reconstitution de ces usages possibles. Les techniques employées pour tailler et dresser les piliers témoignent d'une maîtrise de la pierre remarquable, sans équivalent avant plusieurs millénaires. Comment ces sociétés, apparemment sans outils métalliques, ont-elles poli ces surfaces immenses ? L'étude des traces d'outils révèle l'usage de galets abrasifs, de burins en os et d'une organisation du travail sophistiquée. Pourtant, l'ampleur du chantier interroge. Quelles forces humaines et sociales ont mobilisé la main-d'œuvre nécessaire à ce monumental édifice ? Au-delà du pragmatisme, Göbekli Tepe questionne la nature même de la religion préhistorique. Était-elle un élément structurant de la cohésion sociale, justifiant la mise en commun des ressources pour ériger des temples ? Ou bien la spiritualité naissante a-t-elle, paradoxalement, engendré la sédentarisation ? Les fouilles laissent entrevoir un rapport à l'au-delà profondément ancré, mais dont les rites précis nous échappent. Chaque fragment de pilier gravé d'un animal porte la trace d'une croyance aujourd'hui murmurée par le temps. Malgré 25 années de fouilles, de nouvelles enceintes demeurent sous la colline, paisibles et invisibles. Les injecteurs de dendrochronologie ou de radar pénétrant le sol indiquent la présence de structures encore ensevelies. Chaque campagne révèle des bâtiments inattendus, d'agrandissements successifs, de reconstruction. Pourtant, ces découvertes soulèvent autant de questions qu'elles apportent d'éclairage. Pourquoi certaines zones furent-elles épargnées ? Pourquoi cette superposition de niveaux architecturaux ? Göbekli Tepe reste un livre dont les pages se tournent difficilement, pages de pierre et de silence, où chaque mot gravé s'estompe sous l'usure des millénaires. Les chercheurs continuent de scruter ces cercles sacrés, espérant déchiffrer un rite, une prière, un calendrier. Mais la destination ultime des pèlerins préhistoriques, les raisons de cet art monumental, ne se laissent pas facilement capturer. Au-delà de ces piliers dressés contre l'oubli, d'autres figures silencieuses attendent dans l'aube lointaine. Au cœur de terres isolées, des visages de pierre sondent le ciel, des écrits invisibles reposent sous la poussière et les silhouettes de cités englouties murmurent leurs échos à qui veut bien tendre l'oreille. Après avoir sondé les cercles sacrés de Göbekli Tepe, où le temps lui-même semble suspendre son souffle, nous voici transportés à l'extrémité la plus isolée du Pacifique. Là, sur une langue de terre balayée par les alizés, se dressent en rang silencieux plus de 800 statues colossales figées dans une fixité énigmatique. Ces géants de pierre, appelés Moai, émergent du sol volcanique tels des souvenirs pétrifiés d'une civilisation qui, malgré sa créativité prodigieuse, a presque totalement disparu. Que signifient ces regards tournés vers l'intérieur de l'île, et quels liens secrets reliaient-ils aux ancêtres qu'ils incarnent ? Les Moai furent taillés à Rano Raraku, une ancienne carrière de tufs tendres où des guides de pierre furent en dégagés, à la fois géants et morts-vivants. Les archéologues estiment que chaque statue, haute souvent de 5 à 10 mètres, a exigé plusieurs mois de travail acharné, à l'aide de simples marteaux de basalte et de burins rudimentaires. Pourtant, aucune trace de scories volumineuses ne subsiste alentour, comme si les artisans avaient emporté avec eux le moindre déchet. Comment ont-ils calibré la symétrie des visages sur de blocs instables ? Comment ont-ils obtenu cette impression de vie jaillissant de la pierre muette ? Le transport des Moai confine à la légende. Les récits oraux évoquant un mouvement magique des statues semblant marcher jusqu'à leur plateforme cérémonielle, les a eus. Nombreux sont les chercheurs qui, armés de squelettes expérimentaux, ont tenté de faire basculer les blocs à l'aide de cordes et de leviers de bois, simulant un glissement progressif. D'autres proposent le modèle de la en-marche latérale, où la statue, oscillant doucement, aurait pivoté sur sa base. Pourtant, aucune expérience ne reproduit totalement la fluidité des gestes légendaires. Pourquoi ce savoir-faire est-il si étranger aux autres cultures contemporaines ? Les ahus, socles monumentaux, s'élèvent face à l'océan, parfois couronnés d'un chapeau de tuf rouge, le pukao. Ces cylindres posés avec une précision inouïe confèrent aux Moai une présence encore plus solennelle. Les pukao furent extraits de Punapao à près de 2 km, puis hissés sur les statues dressées.
Le poids de ces coiffes, parfois supérieur à 10 tonnes, soulève une question essentielle. Quel système de roulement ou d'échafaudage permettait un tel exploit sans preuve d'outillage sophistiqué ? Les lieux mêmes de ces opérations se sont érodés, emportant avec eux les indices des méthodes employées. La datation des Moaïs situe leur époque de construction entre 1250 et 1500 après Jésus-Christ. JBC, bien avant l'arrivée des Européens. Rapidement, l'île connut un effondrement de son écosystème. Déforestation massive pour nourrir le transport des statues, disparition des oiseaux marins, paupérisation des sols. Les chroniques locales puisent dans la mémoire collective des récits de conflits en fratricides, d'affrontements entre clans, de Moaïs renversés, brisés en morceaux. Certains voient d'eux dans ces gestes un désaveu rituel, une tentative de rompre avec un passé trop lourd. Quels événements ont précipité ce déclin brutal ? Et pourquoi les derniers sculpteurs ont-ils renoncé à ces visages monumentaux ? Au sommet de certains ahus, les regards des Moaïs se tournent vers l'intérieur de l'île plutôt que vers la mer, comme pour veiller sur des sanctuaires disparus ou des villages fossilisés sous la végétation. Les yeux, initialement incrustés de corail blanc et de céramique rouge, ont disparu, laissant des orbites vides qui semblent scruter l'horizon des vérités enfouies. Ces fragments oculaires, retrouvés éparpillés dans le sol, témoignent d'une volonté de doter chaque statue d'un regard perçant. Sans ces pièces, les Moaïs apparaissent comme des gardiens éteints. Quel sort ont-ils réservé à ces fragments sacrés et pourquoi ne les a-t-on pas protégés ? Au-delà de la prouesse technique, les Moaïs incarnent un lien intime avec la cosmogonie Rapa-Nui. Les gestes de leur taille, le choix des motifs gravés sur certaines statues, mâchoires serrées, sourcils arqués, semblent répondre à des codes symboliques perdus. Des motifs en bas-relief, des ajouts de mains croisées ou de symboles marins, parfois invisibles à l'œil nu, livrent un langage visuel aujourd'hui indéchiffrable. Sans écriture, sans manuel rituel, la transmission orale s'est éteinte, emportée par l'isolement et la peste éventuelle. Quel mythe et quelle cosmogonie reposaient sur ces figures silencieuses. L'arrivée des premiers Européens, au XVIIIe siècle, bouleversa l'équilibre fragile de l'île. Les récits de James Cook mentionnent déjà des statues à terre, brisées par le choc des cultures et des conflits. Des missionnaires et des marchands rapportèrent les premiers exemplaires de Moaïs vers leurs musées, sans vraiment comprendre la sacralité de ces géants. Depuis, des restaurations approximatives ont tenté de redresser certains ahus, mais souvent sans respect des contextes originels. Chaque reconstruction devient une relecture, potentiellement biaisée, où l'archéologie moderne impose ses propres repères. À quel point ces interventions ont-elles altéré la compréhension première ? Malgré les fouilles récentes, de nouveaux Moaïs émergent encore de la végétation ou du sol meuble. Chaque découverte soulève d'autres questions. Pourquoi certains blocs sont-ils restés inachevés, abandonnés à mi-taillage ? Des analyses de pétrographiques montrent l'usage de différentes veines de tuf, suggérant des approvisionnements multiples ou des phases de construction distinctes. Pourtant, l'organisation interne des clans Rapa-Nui, désormais dispersés, ne laisse guère de chroniques écrites. Comment reconstituer la dynamique sociale entre pèlerins, sculpteurs et prêtres qui donna naissance à ces visages géants ? Aujourd'hui, l'île de Pâques continue de hanter l'imaginaire. Les Moaïs, dressés sous les étoiles, captent le regard par leur étrangeté, suscitant autant d'admiration que d'interrogation. À mesure que la recherche avance, l'écart entre ce que nous pensons savoir et ce que le site révèle réellement ne cesse de croître. Qui étaient ces visages sans nom et quel pacte silencieux nouèrent-ils avec la pierre et l'au-delà ? Tandis que l'ombre des Moaïs s'allonge sur les plages de sable noir, un autre mystère nous appelle sous la mer Égée, où un mécanisme hors du temps attend d'être révélé. Après avoir contemplé les visages silencieux des Moaïs plantés sur l'île de Pâques, notre regard se tourne désormais vers les profondeurs marines de la mer Égée, là où repose depuis 2000 ans un trésor mécanique d'une finesse inouïe. Ce fragment de métal, corrodé par les flots et recouvert d'embrun salé, défie l'idée même d'un âge obscur. Comment un instrument capable de prédire les éclipses et de suivre les mouvements célestes a-t-il pu naître dans une époque que l'on croit soumise à la seule force des lames et des glaives, découvert en 1901 dans l'épave d'un navire romain, au large de l'île d'Anticythère, ce mécanisme fascinant est rapidement mis en lumière par des plongées successives. Les premières dizaines de fragments apparaissent comme un puzzle entrouvert, mais suffisent à révéler un assemblage complexe de roues dentées, de cadrans superposés et d'indications gravées en grec ancien. Les chercheurs, d'abord incrédules,
comprennent que ce n'est pas un simple cadran solaire portatif, mais un calculateur astronomique, un ordinateur antique capable de modéliser les cycles du Soleil, de la Lune et peut-être des 5 planètes connues à l'époque. La mécanique dévoile une sophistication étonnante. Plus de 30 rouages de bronze s'entrecroisent selon une arithmétique de haute précision, chacun entraînant le suivant dans un balai discret. Les indices crottin gravés sur le devant renseignent sur les phases lunaires, la rotation méticuleuse des nodosités, le calendrier olympique et même, selon certaines hypothèses, l'orbite elliptique de la Lune. Comment un artisan de l'Antiquité, sans transistor ni machine à vapeur, a-t-il trouvé les méthodes pour tailler ces dents parfaitement régulières ? Comment a-t-on mesuré et calibré des rapports de rotation à une si grande échelle ? Les instruments astronomiques de l'époque, comme le gnomon ou l'astrolabe, restaient natés rudimentaires en comparaison. Pourtant, l'Antiquitera offre un aperçu d'une technologie que l'on croyait réservée au temps moderne. Chaque engrenage évoque un écheveau de savoir mathématique. L'algorithme des éclipses lunaires, la durée moyenne de la révolution synodique, la périodicité des jeux grecs. L'objet fonctionne comme un modèle réduit du cosmos, un reflet mécanique de la voûte céleste. Mais pourquoi un tel luxe de précision, si ce n'est pour honorer un commanditaire de haut rang ou pour un usage rituel et initiatique ? Au fil des décennies, les radiographies et les reconstructions informatiques ont permis de reconstituer l'architecture interne du mécanisme. Les chercheurs ont identifié un module dédié à la rotation de la Lune, tenant compte du mouvement inégal de notre satellite, ainsi qu'un cadran externe où s'inscrivent les années et les Olympiades. Des traces d'alliage cuivre-étain suggèrent que l'horloger antique connaissait les propriétés de durabilité et de glissement des métaux, évitant l'usure prématurée. Pourtant, la fonte du bronze et l'usinage à la lame restaient des opérations artisanales. L'ajustement final s'est fait sans lisser, à l'œil nu, au toucher. Quelle transmission de gestes techniques a bien pu permettre ce chef-d'œuvre de mécanique ? Les hypothèses abondent sur l'origine du mécanisme. Certains y voient là l'héritier d'une lignée d'instruments créés par des savants d'Alexandrie, tels Hipparque, voire d'un génie méconnu de Pergame. D'autres suggèrent qu'il proviendrait d'une tradition orientale, où des mécaniques rudimentaires auraient été échangées au gré des campagnes militaires. Mais l'absence de texte décrivant précisément cet appareil jette un voile épais sur son concepteur. Aucun traité d'ingénierie de l'époque ne fait mention de roues dentées imbriquées de cette manière. Qui fut le maître d'œuvre de cette mécanique et pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun successeur direct, aucune lignée d'horlogers capable de reproduire de tels engrenages ? Plus intriguant encore, les valeurs salariées, les codes gravés et les repères inscrits à la main indiquent une personnalisation de l'objet. Des noms de mois grecs, des abréviations relatives aux jours lunaires, un alphabet soigneusement tracé atteste d'une finalité précise. Cet instrument n'était pas un prototype isolé, mais un outil façonné pour répondre à des besoins concrets de suivi du temps sacré et civil. Les médecins antiques l'auraient consulté pour calculer les cycles médicaux, les navigateurs pour planifier leurs traversées, ou des prêtres pour organiser les cérémonies. Quelle collection d'usages a-t-elle animé dans ses premières heures, avant de sombrer dans l'oubli sous les eaux ? Au cœur de l'épave, le mécanisme reposait à quelques mètres d'amphores entières, de céramiques intactes et de fragments de statues de bronze. Ces cargaisons évoquent un équipage voyageant entre Rhodes et Rome, transportant des marchandises courantes, mais aussi des trésors intellectuels. Comment cet artefact, dont la taille n'excède guère 30 cm, a-t-il passé 2 millénaires à l'abri des pilleurs et des courants ? L'obscurité marine a protégé ce vestige qui, dès sa remontée, a ébranlé les certitudes. L'histoire mécanique n'était pas un cré. La question de la disparition de cet art mécanique reste entière. Aucun texte ne relate la collecte, la sauvegarde ou la transmission de cette technologie. Quelques scribes d'Alexandrie décrivent des automates élémentaires, mais rien n'évoque un calculateur astronomique de cette complexité. Les bouleversements politiques, la fermeture de la bibliothèque d'Alexandrie, les guerres civiles, tout semble avoir participé à l'effacement de ce savoir. Qui décida de garder le silence sur cette avancée et comment un tel décalage technologique put-il se perdre sans laisser de traces écrites ? Dans les laboratoires modernes, la restauration du mécanisme se fait coûteuse et lente. Chaque fragment est numérisé, scanné, soumis à des rayons X. Les équipes interdisciplinaires, archéologues, historiens des sciences, mécaniques de précision, s'accordent sur un seul constat. L'Anticythère est plus qu'un objet ancien.
C'est un pont brisé entre l'Antiquité et la Révolution industrielle. Il fissure l'idée d'une progression linéaire des techniques. Ce comment repenser la chronologie des inventions quand un tel artefact précède le tour à métaux de plus de 15 siècles. Aujourd'hui, le mécanisme suscite un regain d'intérêt, nourrissant des expositions dans les musées d'Athènes et des colloques internationaux. Certains ingénieurs contemporains travaillent à la création de répliques fidèles, enregistrant le tic-tac discret des dents de roue au cœur d'un échafaudage de laiton poli. Pourtant, remettre en marche cet ordinateur ancien ne suffit pas à lever l'étrangeté première. Cet objet nous regarde depuis un âge disparu et nous interpelle sur ce que nous croyons savoir du génie humain. Quels autres secrets peut receler le fond des eaux antiques? Et combien d'inventions hors du temps attendent d'être révélées? Alors que nous refermons délicatement la mallette contenant les micro-éléments du mécanisme, nous portons un regard neuf sur l'enchevêtrement des siècles. À la croisée des mathématiques, de la cosmogonie et de l'artisanat, se dessinait autrefois un horizon où l'homme déchiffrait le rythme céleste avec une précision inouïe. Mais ce savoir s'est effacé, captif d'un naufrage invisible aux chroniques. Bientôt nos pas nous guideront vers les vastes plaines d'Arabie, où les sables recèlent la cité mythique d'Ubar, engloutie sous les dunes et veillée par le silence des vents. Après avoir découvert les rouages célestes d'Anticythère, notre regard plonge à présent sous un ciel désertique, où le silence des dunes dissimule une cité perdue. Là, sous le souffle brûlant du vent, des ruines muettes émergent parfois, pareilles aux souvenirs d'un rêve oublié. Comment un foyer de vie et de commerce, jadis prospère, a-t-il pu disparaître non sous les eaux, mais sous des millions de grains de sable? Les premières mentions du bar remontent au récit de Ptolémée et du périple de la mer Érythrée, où la cité est décrite comme le cœur d'un puissant royaume de l'encens. Son nom résonnait alors comme une promesse d'abondance. Source jaillissante, caravane chargée de résines parfumées, caravansérail animé par des marchands venus des confins du monde connu. Mais les textes antiques se font rares et allusifs, laissant entrevoir un empire qui s'étendait peut-être bien au-delà des fondations que l'on identifie aujourd'hui. Le tribunal du temps a avalé ses chroniques. Seule subsiste une aura de légende qui donne à Ubar le nom romantique d'Atlantide des Sables. Au tournant des années 1990, la légende prit forme grâce aux images satellites de la NASA, détectant des lignes droites et des contours réguliers sous les strates mouvantes du désert d'Oman. Une expédition organisée par le réalisateur Nicolas Clapp et l'aventurier Ranulf Fiennes entreprit de sonder ces anomalies. Les fouilles mirent au jour des vestiges de murailles en sarre rouge, un mortier d'argile, de chaux et de fibres végétales, ainsi que des puits cimentés, vestiges d'un système hydraulique sophistiqué pour l'aridité environnante. Les datations au carbone révélèrent que ces structures prospéraient entre le IIIe siècle avant, jour chrétien, et le IIIe siècle après, jour après Jésus-Christ, à l'apogée du commerce de l'encens. Pourtant, l'image qui se dessine est celle d'une implosion silencieuse. Les murs, jadis peints de stucs colorés, se sont délités, et les pluies épisodiques ont creusé des canaux invisibles. Les puits, autrefois au cœur de la vie urbaine, sont aujourd'hui à sec, effondrés ou obstrués par la poussière. Des tessons de poterie importés décrivent en filigrane les échanges avec l'Égypte, la Mésopotamie et même l'Inde, mais ni tablette cunéiforme ni manuscrit n'ont traversé les âges pour raconter la voix des habitants. Quel langage parlait-on à Ubar? Quelles cérémonies rythmaient les jours et quels secrets se murmuraient dans l'ombre des caravanes qui se préparaient à repartir? Le commerce de l'encens, dont le parfum s'élevait comme une offrande vers le firmament, constitua la colonne vertébrale de la cité. Les caravanes parcouraient des centaines de kilomètres dans le Roub al-Khaliar, l'immense quart vide, pour acheminer la précieuse résine d'Oliban. Les chameaux, rois du désert, traversaient Bamsaran des passes invisibles, guidés par des nomades qui connaissaient en chaque dune. Ubar se tint vraisemblablement à un carrefour de routes invisibles, un point de convergence entre le sud de l'Arabie, l'Afrique de l'Est et la Méditerranée. Comment coordonnait-on ces flux dans un environnement où la moindre erreur de trajectoire signifiait la mort, mais bientôt un effondrement se dessine dans les strates géologiques et historiques. Certains géologues avancent la théorie d'un affaissement des cavités karstiques sous la cité. La dissolution de la roche calcaire a pu provoquer l'effondrement du sol urbain, ensevelissant bâtiments et citadelles sous un toit végétal. D'autres chercheurs pointent du doigt un changement climatique. La désertification progressive a tari les puits, contraignant les habitants à fuir.
Peut-être l'érosion éolienne, amplifiée par la déforestation locale, a-t-elle accéléré l'engloutissement de la ville ? Était-ce un abandon volontaire, un exode concerté pour sauver les dernières sommes en réserve d'eau, ou une disparition soudaine emportée par un effondrement catastrophique ? La question de l'identité de Hubbard alimente encore les débats. Faut-il voir en Schisser le site fouillé, la véritable cité, ou bien un simple relais fortifié au service d'une entité plus vaste dont le cœur se trouvait ailleurs ? L'absence de traces architecturales monumentales, de palais royaux identifiables, laisse planer le doute. Hubbard fut-elle une capitale, un royaume centralisé ou un réseau lâche de fortins marchands ? Les fouilles n'ont révélé ni tombeaux princiers, ni inscriptions commémoratives, comme si ceux qui détenaient le pouvoir n'avaient pas jugé utile de graver leur nom dans la pierre. Qui exerçait la royauté ici, et comment se transmettait-elle de génération en génération ? L'archéologie moderne s'arrache les vestiges de Schisser, mais l'ombre d'Hubbard s'étend bien au-delà. Des tracés de canaux abandonnés, des ruines éparses et des tas de cendres marquent le paysage, suggérant l'existence d'une occupation plus ancienne, peut-être millénaire. Des artefacts en cuivre, des pointes de flèches barbelées et des fragments de céramique peinte témoignent d'un foyer d'innovation technique et artistique dont les échos résonnent par-delà le désert. Ignore-t-on encore une civilisation plus ancienne, antérieure à l'âge d'or de l'encens, dont la mémoire fut rapidement engloutie par les sables ? À mesure que les archéologues remontent le temps, les conditions extrêmes du désert compliquent l'exploration. Les thermiques redoutables, la réverbération du soleil sur la roche, les tempêtes soudaines de sable dissimulent et révèlent tour à tour les ruines. Des drones cartographient désormais le sol depuis les airs, tandis que des radars pénétrants sondent les sous-sols. Pourtant, chaque nouvelle image dévoile un horizon de questions sans réponse. Quel réseau secret courait sous les dunes, reliant Hubbard à d'autres cités perdues ? Quelles archives organiques, celles que ne livrent ni pierre ni métal, attendent eux d'être exhumées dans des tombes scellées ? Sous la lumière dorée du crépuscule, le site de Schisser apparaît comme une cicatrice vivante dans le désert, un témoin obstiné de la fragilité des empires humains face aux caprices de la nature. Les dunes reprennent peu à peu possession de ces vestiges, effaçant les contours des grottes, des piliers et des fontaines asséchées. Pourtant, l'enquête continue, alimentée par la promesse de dévoiler la cité dont le commerce parfumait le monde antique. Tandis que nous quittons ces ruines sous un champ rauque de chameaux en route vers des pâturages invisibles, nos pas nous guideront bientôt vers l'Afrique de l'Ouest, où des danseurs de terre cuite, figés dans leur pose millénaire, patientent dans la plaine de Nok. Sous un soleil éclatant qui danse sur la terre rouge du plateau nigérian, des silhouettes de terre cuite émergent comme des échos d'une fête disparue. Les rayons capturent la finesse de leur forme, voilent la fragilité de ces visages figés dans la pérennité du feu. Que murmuraient sécrément ces créatures aux yeux mi-clos et aux postures alanguies, il y a plus de 2000 ans, lorsque l'argile encore chaude s'imprimait sous les doigts de l'artiste. Entre la poussière et le silence, ces danseurs engourdis incitant à écouter un murmure ancestral, porté par le souffle des vents sahéliens. La première révélation de la culture. Nok date de 1928, lorsqu'un ingénieur britannique travaillant sur la ligne de chemin de fer reliant Kaduna à Lagos exhuma fortuitement un fragment sculpté. Dès lors, le monde archéologique s'arma de pelles et de tamis pour explorer cette terre où, apparemment, aucune civilisation organisée n'avait encore été identifiée. Les datations au radiocarbone situent les figurines entre 500 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, soit à peu près à l'âge du bronze en Méditerranée. Pourtant, ici, nul métal n'apparaît. C'est le façonnage de l'argile qui révèle la sophistication technique et esthétique d'un peuple encore voilé par l'oubli. Le regard se porte sur des corps élancés, aux bras gracilement recourbés comme dans un rituel immobile. Les têtes, disproportionnées, portent des coiffures chamarrées de crêtes et de nattes, parfois rehaussées de motifs géométriques incisés. Certains vases anthropomorphes arborent des lèvres ourlées, des joues creuses, des orbites creusées où l'on devine le désir d'incruster un regard absent, aujourd'hui volatilisé sous la chaleur du feu originel. Chaque courbe, chaque crevasse de la terre cuite raconte une histoire figée, celle d'une société qui, loin de l'écrit, inscrivait son imaginaire dans la matière organique. Pourtant, l'absence de contexte archéologique clair intrigue profondément.
Les terracottas sont souvent retrouvés en fragments dispersés dans des dépôts de gravats, de remblais ou de bords de rivières asséchés. Aucune nécropole clairement délimitée, aucun temple identifié, ni aucune structure de pierre capable de cerner le site de production ou d'exposition rituelle. Les villages de l'époque ont laissé peu de traces, quelques fondations de huttes de terre, des tessons de poterie domestique, mais rien qui explique la destination exacte de ces danseurs figés. Était-ce un art public destiné à décor cérémoniel ou un art funéraire accompagnant les morts vers l'au-delà? Le mystère reste intact. Les interprétations se bousculent. Certains chercheurs imaginent que ces figurines incarnaient des musiciens et des prêtres, s'animateurs de cérémonies communautaires. D'autres y voient des ancêtres divinisés, protégés par le glaise et le feu, prêts à intercéder auprès des esprits de la nature. Les poses dynamiques suggèrent un mouvement suspendu, une transe figée en argile. Les mains forment des gestes codés, peut-être des signes chamaniques. Les pieds déplantés sur un socle minuscule rappellent une marche invisible, un espace liminal entre terre et ciel. Pourtant, sans écriture, sans inscription, toute conjecture repose sur l'interprétation sensible du regard moderne. Le plateau de Noc, mosaïque de savane et de forêts clairsemées, offrait au potier un argile riche malaxé à la main puis modelé en statuette avant d'être cuit à l'air libre. Les conditions de cuisson, estimées à près de 800 degrés Celsius selon les résidus d'oxyde, témoignent d'une maîtrise étonnante pour une époque sans four maçonné. Comment ces communautés improvisaient-elles des structures de séchage et de cuisson? Le soleil et les herbes sèches servaient sans doute de combustible, mais l'absence de restes de four congestionne les hypothèses. Ont-ils cuit en plein champ, sous des dômes de terre, ou utilisaient-ils des cavités naturelles comme réceptacles de chaleur? À ce jour, les vestiges de ces installations échappent encore au radar des archéologues. Puis, brusquement, vers la fin du IIe siècle de notre ère, tout s'efface. Les villages se dépeuplent, les fours s'éteignent, et les artistes de terre cuite cessent leur labeur. Aucun grand déplacement de population ne s'écrit dans les strates archéologiques. Aucun conflit explicite ne bouleverse le territoire. Le plateau se reprend sa tranquillité. Seules demeurent ces figurines émiettées, témoins d'une activité frénétique mais éphémère. Quel événement social, climatique ou religieux a pu interrompre net cette tradition? Une épidémie, une pression migratoire venue du nord ou simplement une transition technologique vers le fer? À ce jour, le mystère persiste dans les strates de sable et de gravier. Durant l'ère coloniale, la dispersion des artefacts Noc prit une dimension tragique pour l'histoire culturelle de la région. Des milliers de figurines furent exhumées, puis exportées vers les musées occidentaux, mal étiquetées, souvent acquises sans enregistrement précis de leur provenance. Les fouilleurs amateurs et les marchands d'antiquités fragmentaient les œuvres pour en maximiser le profit, détruisant irrémédiablement la chaîne de terrain. Ainsi, des chefs-d'œuvre se retrouvent dans des collections privées ou publiques, mais leur contexte originel, la parcelle, la strate, l'association avec d'autres vestiges, demeurent ignorés. Comment reconstituer la vie quotidienne d'une culture dont les témoins sont éparpillés aux quatre vents? Au cours des dernières décennies, un regain d'attention a conduit à la création de programmes de fouilles locales, souvent en partenariat avec des universités africaines. Les terrains remis en culture sont désormais systématiquement prospectés et des protocoles rigoureux de documentation permettent de préserver chaque fragment dans sa couche originelle. Des scanners 3D capturent dans les fissures et le relief des figurines, offrant la possibilité de reconstituer numériquement des pièces disparues. Pourtant, ces initiatives peinent à réparer l'irrémédiable. Combien de danses de terre cuite ont été dispersées sans retour possible? Pourtant, lorsque nous tenons une figurine Noc entre nos mains, le temps semble se plier. Les stigmates du feu, les fissures profondes, les reliefs à peine érodés évoquent un moment de communion entre l'artisan et la matière. Les cercles concentriques sur le ventre de certaines sculptures rappellent des tatouages rituels. Le torse finement strié de stries hélicoïdales suggère un rituel d'onction invisible. Chaque empreinte digitale, chaque ligne incisée est le vestige d'une pensée qui n'appartenait qu'à son créateur. Et pourtant, le nom de cet artiste nous échappe, tout comme l'intention première qui l'animait. Au terme de ce voyage parmi ces danseurs engloutis, le plateau de Noc demeure un sanctuaire d'énigmes. Les fouilles se poursuivent, guidées toujours par l'espoir de découvrir un atelier, un hôtel ou un sanctuaire souterrain où ces figurines auraient pris vie au cœur du monde des vivants. Mais pour l'instant, seule la brise sahélienne, passant entre les herbes folles, nous offre un souffle de réponse.
Que demeure-t-il lorsque l'artifice humain se dissout à jamais dans la solitude des terres oubliées? Tandis que ces silhouettes de terre restent suspendues à l'aube de l'inconnu, nos pas nous conduiront bientôt vers les plateaux andins, où les blocs de Pumapunku se dressent en une précision si troublante qu'elle défie elle aussi l'entendement. Après avoir exploré les danses figées des terracottas de Nok, notre périple nous emmène dans les hauts plateaux andins, à l'ombre de la cordillère des Andes, là où se dressent les vestiges d'un temple dont chaque bloc de pierre défie la logique et la pesanteur. Au cœur de la plaine de Tiwanaku, quelques dalles gigantesques, taillées avec une exactitude mécanique, semblent résister au temps et aux interprétations. Pourquoi ces monolithes, esquissés sous un ciel clair et pur, offrent-ils une précision qui paraît presque moderne, alors que leur datation remonte à l'aube des grandes civilisations andines? Les ruines de Pumapunku, littéralement « porte du Puma » en Aymara, évoquent un vaste complexe édifié il y a près de 1500 ans, entre 500 et 600 après Jésus-Christ, gisait au sein de la cité-mère de Tiwanaku. Tandis que les archéologues reconstituent péniblement le plan de cet espace cérémoniel et administratif, c'est la qualité des pierres qui fascine le plus. Des blocs atteignant jusqu'à 7 mètres de long, pesant parfois plus de 100 tonnes, ont été extraits et façonnés avec une netteté remarquable. Angle parfait, surface plane, sans le moindre éclat de scorie, mortaise aux formes géométriques exactes, rainures d'une profondeur uniforme. Comment des tailleurs de pierre, en l'absence d'outils métalliques sophistiqués, ont-ils pu atteindre un tel niveau de finition? L'observation minutieuse des blocs révèle des évidements à 18 faces, des moitiés d'équerre taillées pour s'emboîter avec une tolérance de quelques millimètres seulement. Chaque joint fut prévu comme un engrenage de pierre, conçu pour résister aux secousses et au poids des structures supérieures. Les scientifiques repèrent sur certaines dalles les traces d'un polissage intense, sans aucune irrégularité visible à l'œil nu. Les explications traditionnelles évoquent l'usage de galets abrasifs et de sable grossier, mais ces techniques semblent insuffisantes pour produire des cannelures droites et profondes sur du granodiorite, une roche particulièrement dure. Quel secret de taille a été perdu, dissimulé dans le silence des carrières? Les carrières légères de granodiorite, situées à plusieurs kilomètres du site, témoignent d'un transport monumental. Des blocs furent déplacés sur une plaine marécageuse, puis hissés sur des terrasses artificielles. Les chercheurs tentent de reconstituer le trajet en observant des traces de chaussées partiellement enfouies, mais l'ampleur du chantier échappe à l'imagination. Des essais modernes faisant glisser des blocs comparables sur de la terre humide ou de la paille montrent qu'il faut une centaine d'hommes pour déplacer une seule pierre de 20 tonnes. Combien de travailleurs, quelles organisations sociales furent maintes immobilisées pour ériger cet ensemble, et qui détenait l'autorité capable de coordonner un tel déploiement? À la tombée de la nuit, les silhouettes brisées des blocs émergent comme un puzzle géant, où chaque pièce attend d'être replacée à sa place d'origine. Mais ces monolithes, couchés maintenant à terre, soulignent les mystères d'un effondrement soudain. Pourquoi Pumapunku fut-elle abandonnée et partiellement démantelée? Les datas par thermoluminescence montrent que les blocs reçurent un choc violent, redistribuant l'architecture en décombres. Certains évoquent un séisme cataclysmique, d'autres un incendie rituel ou une démolition délibérée lors des conflits postérieurs. Mais aucune trace d'armes ni de foyer n'a été retrouvée sur place. Quel événement dramatique met la science, rituel et force naturelle pour anéantir cette prouesse? Plus intrigantes sont les découpes en forme de trapèze inversé, prêtant aux dalles une vibration géométrique proche des calibrages modernes. Des mortaises aux multiples pans, parfaitement orthogonales, semblent provenir d'un plan d'assemblage, d'une logique d'ingénieur mécanique. Les surfaces polies au revespe révèlent des stries régulières, comme produites par un outil rotatif. L'hypothèse d'un tour manuel, actionné par une corde formant une corde à piano, est parfois avancée, mais elle ne suffit pas à expliquer la régularité des rainures profondes. De quelles connaissances géométriques et de quelles méthodes d'usinage disposaient les bâtisseurs andins? Les recherches géophysiques, utilisant le radar à pénétration de sol, ont mis en lumière la structure dissimulée sous plusieurs mètres de limon, des fondations rectangulaires parfaitement alignées selon les points cardinaux. Ici comme à Stonehenge ou à Teotihuacan, l'orientation des édifices répond à une intention astronomique. Peut-être les rayons du soleil au solstice d'été traversent-ils des corridors de pierre pour révéler des repères sacrés? Mais aucune tablette ou stèle n'existe pour valider ces hypothèses. Les glyphes Tiwanakotas, rares et souvent fragmentaires, ne font pas mention explicite de Pumapunku.
Qui a fixé ces axes et pour quel rituel? La pierre elle-même ajoute à l'étrangeté du site. Un alliage naturel de granodiorite renferme parfois des veines métalloïdes, dont l'éclat rappelle le cuivre brut. Des paillettes brillent à la surface, témoignant d'une extraction sans doute opportuniste des bâtisseurs. Mais aucune métallurgie organisée n'apparaît dans la région avant plusieurs siècles. Comment ces artisans identifièrent-ils et utilisèrent-ils ces matériaux? Quel regard portèrent-ils sur les propriétés symboliques du métal et de la pierre? Au cours des siècles, les modes de terre et la croissance végétale ont couvert une partie de Puma Punku, préservant certains blocs de l'érosion mais dissimulant l'ensemble originel. Les fouilles modernes, menées depuis les années 2000, libèrent peu à peu les contours d'une esplanade immense, ponctuée de piliers rectangulaires et de plateformes surélevées. Pourtant, chaque campagne introduit davantage d'énigmes. Pourquoi manque-t-il des éléments clés? Où sont passés les escaliers et les toitures qui couvraient pan jadis ces murs de pierre? Les fouilleurs estiment que la plupart des blocs furent emportés, pillés pour servir d'assises aux murs des villageois voisins ou démantelés pour alimenter les cultures en roches fertiles. Peut-on retrouver aujourd'hui les indices d'une démolition méthodique? La comparaison avec le centre urbain de Tiwanaku, 5 km plus à l'est, souligne le statut particulier de Puma Punku. Là où la cité-mère présente un plan plus traditionnel, avec des bâtiments en adobe et en pisé, Puma Punku propose une architecture lithique exceptionnelle. Certains y voient une enclave réservée aux initiés, un laboratoire de savoir caché ou un lieu de cérémonie secrète. Des vestiges de bassins hydrauliques signalent une maîtrise de l'eau, peut-être utilisée pour polir la pierre ou pour des rites de purification. Quelle place occupait ce sanctuaire dans la société Tiwanakota? Et quel mystère n'existait que derrière ces murs de pierre usinée? Malgré ses blocages et son visage brisé, Puma Punku demeure un témoignage fracassant d'un génie oublié. Les étudiants d'archéologie peinent à reproduire la netteté de ces dalles, et les ingénieurs modernes exigeraient un outillage que l'on croyait réservé à la révolution industrielle. Pourtant ici, ces pierres racontent un savoir-faire transmis oralement, ancré dans une tradition aujourd'hui disparue. Qui était l'architecte invisible de ces équations de pierre et quelle école de pensée disparut avec lui? Alors que l'ombre du soir enveloppe peu à peu la plaine andine, les vestiges de Puma Punku se parent d'un dernier éclat doré. Les blocs dispersés, comme un gigantesque atlas fragmenté, regardent les montagnes voisines avec la même précision froide qu'ils offraient à leurs tailleurs. Tandis que la brise caresse les surfaces polies, un sentiment d'humilité s'impose devant l'énigme d'une architecture venue de nulle part. Nos pas, guidés par cette perfection mystérieuse, nous entraîneront bientôt vers les rives de l'Indus, où Mohenjo-Daro, cité sans souverain, attend d'être dévoilée. Sous un ciel de monsoon pesant, les rues pavées de Mohenjo-Daro s'étendent comme un labyrinthe silencieux, reflétant l'éclat tamisé d'une civilisation éteinte. Des maisons organisées autour de larges avenues rectilignes bordent un réseau de caniveaux parfaitement alignés, évoquant un système urbain d'une rigueur étonnante. Comment expliquer qu'au cœur de l'âge du bronze, alors même que d'autres cités se dressaient de manière plus chaotique, une population ait bâti un plan si méthodique sans qu'aucun palais royal ne vienne se poser en centre de gravité? Les fouilles entamées au début du XXe siècle dégagèrent un quadrillage d'environ 2 km de côté, dont chaque bloc mesurait près de 150 mètres de large. Les rues, orientées nord-sud et est-ouest, suivaient un carroyage presque parfait, comme tracé au cordeau. Les habitations, construites selon un modèle standard, étaient dotées de cours intérieures comme de terrasses surélevées. Pas de vestiges de fortifications massives ni de tours de guet imposantes. La sécurité semblait assurée par la cohésion même des quartiers. Quel pacte social liait ses habitants, de la plus modeste chaumière aux résidences les plus vastes, pour que nul n'usurpe le pouvoir et ne creuse d'écart architectural? Le réseau hydraulique de Mohenjo-Daro témoigne d'une maîtrise incontestable de l'eau. Chaque maison possédait sa propre installation de douche, reliée à un système de canalisation enterré qui évacuait eau usée et eau pluviale. Les pierres des conduits, taillées avec soin, encaissaient pas la pression de l'hiver indien sans se fissurer. Aucun signe de stagnation. L'entretien des tranchées immaculées laissait penser à un personnel dédié ou à une responsabilité communautaire. Dans les cités contemporaines mésopotamiennes, les dirigeants inscrivaient leur nom sur les monuments. Ici, aucune inscription monarchique ne vient scander la prouesse technique.
Pourquoi cette synchronisation parfaite sans signature souveraine ? Au centre de la cité, le Great Bath se présente comme un bassin monumental de près de 12 mètres de long, entouré de gradins de briques vernissées. Ce lieu de purification, disposé en retrait du tumulte des ruelles, évoque un rite commun, peut-être collectif, où les habitants se retrouvaient pour des cérémonies d'agrégation sociale. Pourtant, aucun sanctuaire religieux n'a été décelé alentour, pas plus qu'un autel ou une statue divine. Comment cette structure, imposante et parfaitement agencée, se liait-elle au sacré dans un environnement où l'on ne trouve ni temple ni prêtre identifié ? Quel rituel silencieux se jouait dans ce bassin au rythme des inondations annuelles de l'Indus ? L'absence de hiérarchie visible se manifeste également dans le mobilier archéologique. Chaises de pierre, tables basses et lits rudimentaires appartenaient au même modèle dans toutes les demeures fouillées, sans variante décorative flagrante. Les artisans avaient façonné briques, sculpté sceaux et vases d'une main experte, mais aucun artefact ostentatoire, bijoux somptueux, trône ciselé ou char luxueux, ne signale l'existence d'une élite royale. Quels mécanismes de décision collective ont maintenu l'équilibre de cette cité millénaire sans qu'un individu ne s'impose par l'apparat ? Plus mystérieuse encore est la disparition brutale de Mohenjo-Daro. À son apogée, vers 2600 avant Jésus-Christ, la cité comptait peut-être 60 000 habitants. Puis, en quelques générations, elle fut désertée, recouverte par les inondations, abandonnée à l'érosion estivale. Les charpentes de bois, utilisées pour maintenir les plafonds de briques, se sont évanouies, laissant les édifices s'effondrer sur eux-mêmes. Aucune trace de siège ou de pillage ne vient expliquer son déclin. Les hypothèses vont de catastrophes climatiques à une modification du cours de l'Indus, mais comment une ville si prospère et si ingénieuse n'a-t-elle pu se relever face à des inondations périodiques ? Les sceaux gravés, retrouvés par milliers, constituent le seul langage écrit de Mohenjo-Daro. Chaque signe, gravé dans une pierre semi-précieuse, présente une association d'animaux stylisés et de pictogrammes abstraits, encore indéchiffrés. Plusieurs écoles de linguistes ont tenté d'y voir l'ancêtre d'une écriture syllabique, voire alphabétique, mais l'absence de textes longs et la pauvreté des inscriptions ne permettent pas de déchiffrement. Pourquoi cette écriture n'a-t-elle pas donné lieu à des tablettes historiques, à des comptes rendus de traités, à des chroniques royales ? Le silence des sceaux contraste avec la précision des aménagements urbains. Que redoutèrent les scribes Promae pour ne pas sceller davantage d'informations à l'encre ? Les fouilles récentes, utilisant la dendrochronologie et la géophysique, indiquent que la planification initiale de la cité répondait peut-être à une vision centralisée, vervée par un conseil d'architectes ou de prêtres scientifiques. Pourtant, aucune stèle commémorative ne fixe l'inauguration des quartiers, aucun document ne rappelle le nom des bâtisseurs. Les cantonnements des ouvriers n'ont livré ni graffiti ni dédicace. Comment un tel projet colossal a-t-il été initié et entretenu, sans laisser la moindre trace nominative, comme si la cité avait été envisagée comme un organisme vivant plutôt que la possession d'un monarque. En observant les ruines, on perçoit l'ombre d'une société égalitaire, où la redistribution des ressources hydrauliques et la conception des habitations relevaient d'une conscience partagée. Les archéologues soulignent que les citernes réparties dans chaque quartier étaient calibrées pour offrir une réserve d'eau identique à chaque foyer. Les carreaux de céramique vernissés ornaient les sols avec sobriété, en motifs géométriques répétés, sans variation d'opulence. Quelle éthique urbaine gouvernait ces choix architecturaux, et comment ce modèle social a-t-il pu se maintenir sans qu'un pouvoir coercitif n'apparaisse ? Alors que le soleil du crépuscule effleure les briques empisées, un silence profond planait au-dessus de Mohenjo-Daro. Les oiseaux riverains, revenus hanter les ruelles envahies par la végétation, sont peut-être les seuls témoins actuels de ce monde disparu. Au-delà du silence, persiste la question de la transmission. Comment une telle utopie technique et sociale a-t-elle sombré dans l'oubli sans qu'aucune lignée de successeurs n'ait repris ses plans minutieux ? Les secrets enterrés sous les décombres restent soigneusement gardés par les couches de limon. À l'écoute des pierres fissurées et des caniveaux asséchés, nous réalisons que Mohenjo-Daro est plus qu'un site archéologique. C'est un chemin de silence, un défi lancé à notre compréhension du pouvoir et de la mémoire collective. Tandis que nous quittons les rues pavées de Mohenjo-Daro, notre voyage nous conduira vers les mystères gravés dans la terre, à la recherche des mots perdus de la vallée de l'Indus.
Après avoir arpenté les rues rigoureuses de Mohenjo-Daro, où chaque brique témoigne d'une utopie urbaine sans roi pour la proclamer, notre regard se pose désormais sur un autre mystère glissé dans les strates de la même civilisation, l'écriture indus, gravée sur des sceaux minuscules ou des tablettes fragiles, dont les signes restent depuis des millénaires muets. Quel message portait en ces tracés stylisés, si ce n'est une mémoire qu'aucune voix n'a pu restituer? Les fouilles de la vallée de l'Indus, initiées au début du XXe siècle par Sir John Marshall et ses équipes, mirent à jour plus de 4000 inscriptions, réparties sur des sites comme Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal et Dholavira. Sur des sceaux en stéatite polie, sur des poteries ou des tablettes en argile fine, apparaissent des suites de petits idéogrammes, têtes d'éléphants, croissants mystérieux, signes abstraits. Pourtant, la majorité de ces textes ne dépasse guère 6 signes, comme si chacun était un mot-clé ou un titre de propriété. Pourquoi une civilisation aussi avancée se contenta-t-elle de formules si brèves et si énigmatiques? Les spécialistes estiment que le répertoire comptait entre 400 et 600 signes différents, un corpus comparable à l'écriture hiéroglyphique égyptienne. Ils ont repéré des combinaisons répétées, suggérant des racines communes ou des règles grammaticales rudimentaires. Cependant, sans aucun texte bilingue, nulle stèle n'associe indus et sumérien, comme la pierre de Rosette pour l'Égypte, chaque tentative de déchiffrement bute contre l'absence de point d'ancrage. Quelles méthodes de préhension de la langue orale ont-elles disparu avec les brahmes, surface sacrée désormais effacée? Parmi les esprits qui ont plongé dans cet abîme, l'archéologue Iravatam Mahadevan a catalogué les signes, tandis qu'Asko Parpola a proposé une hypothèse dravidienne, suggérant un lien avec les langues du sud de l'Inde. D'autres, comme Grégory Possel, ont imaginé une langue indo-européenne ou Munda. Chacune de ces théories s'appuie sur des statistiques de fréquence et des analyses d'octants de co-occurrence, mais aucune n'a su convaincre définitivement. Comment départager ces conjectures quand chaque argument scientifique se noie dans un océan de silencieuses inscriptions? Les sceaux gravés circulaient bien au-delà de l'Indus. Des exemplaires furent retrouvés en Mésopotamie, preuve d'un commerce florissant qui échangeait perles, cotonnades et métaux précieux contre des tinctions méditerranéennes. Pourtant, les marchands mésopotamiens, experts en bureaucratie, n'ont laissé aucun commentaire sur ces signes. Ont-ils pris ces motifs pour de simples marques de fabricants? Les archives cunéiformes ne mentionnent pas cette écriture inconnue, comme si les mots indusiens s'étaient évanouis au contact des tablettes sumériennes. Pourquoi cette absence de dialogue épigraphique, alors même que les échanges étaient si intenses? Sans textes explicites, les chercheurs s'appuient sur l'archéologie pour imaginer la société indusienne. La présence du grand bain de Mohenjo-Daro suggère d'éventuels rites de purification, tandis que le sceau dit de Pashupati, où figure une divinité assise entourée d'animaux, laisse entrevoir une mythologie. Mais sans écrit, ces interprétations demeurent à ce terre fragile. Quelle véritable fonction avaient en ces sceaux? Des talismans protecteurs, des marques tribales, des organigrammes commerciaux? Les signes gravés restent l'ombre d'une pensée dont nous ignorons l'essence. Les fouilles récentes, utilisant la technologie du photogrammétrie et de l'intelligence artificielle, tentent de trouver des structures linguistiques cachées. Des algorithmes examinent les séquences, cherchent des modèles de syntaxe, tâchent d'isoler des morphèmes. Mais si des progrès sont annoncés, aucune percée décisive n'a encore été validée par un consensus académique. L'écriture indue garde son mystère, défiant tant les ordinateurs que la perspicacité humaine. Quelles lois de la pensée échappent aux mathématiques et aux statistiques? Plus étonnant encore est la variation régionale des signes. Un même motif prend parfois une forme légèrement différente selon qu'il fut gravé à Harappa ou à Dholavira. Certains signes du Gujarat semblent avoir disparu à l'est, tandis que d'autres, rares, se retrouvent uniquement à Lothal, port stratégique sur la côte. Cette diversité pourrait suggérer plusieurs dialectes, voire plusieurs langues. Dans ce cas, l'écriture indue aurait été un système scrupuleusement neutre, adapté à des idiomes distincts. Comment un seul répertoire pouvait-il répondre à cette multiplicité, si ce n'est par une abstraction déjà moderne? L'absence de support écrit plus long, aucun rouleau de papyrus ou fabrique de bambou entraîne un vide dans la mémoire collective. Les tablettes en argile furent peut-être détruites par les conquérants ou se sont désintégrées sous les intempéries. Chaque rotation de charrue, chaque inondation de la crue indienne a pu effacer un pan complet de ce passé. Aujourd'hui, nous disposons seulement d'empreintes fragmentaires, de sceaux brisés et de lignes gravées sur la
sur la pierre. Qu'aurait révélé un traité littéraire, un recueil de mythes ou un simple journal de chantier? Dans le silence des collections muséales, les inscriptions indusiennes reposent sous des vitrines feutrées, témoins d'un savoir mort-né. Les chercheurs, à l'écoute de la rumeur de ces symboles, se demandent sans cesse pourquoi la plus grande civilisation urbaine de son temps s'est-elle tue dans un désert de signes incompris. Alors que la poussière retombe sur ces sceaux muets, notre quête nous conduira bientôt dans l'Égypte engloutie, vers les ruines silencieuses d'Héracléon, où la pierre nous parlera sous la houle éternelle. Après avoir sondé les idéogrammes silencieux gravés dans l'argile de l'Indus, notre voyage se poursuit dans les échos troubles de la mer Méditerranée, là où gît depuis des millénaires une cité dont le nom résonnait autrefois comme une promesse de richesse et de pouvoir. Sous la surface miroitante, les vestiges de Tonis Héracléon reposent dans un sommeil aquatique, conservant le murmure d'un port effervescent. Comment cette métropole, jadis carrefour entre le Nil et la mer, s'est-elle effacée du récit officiel pour sombrer dans l'oubli sous des dizaines de mètres d'eau et de vases? Les premières mentions d'Héracléon remontent aux chroniqueurs grecs, qui voyaient en elle la porte d'entrée de l'Égypte pour les navires marchands venus d'Asie mineure et du Levant. Appelée Tonis par les pharaons, elle devint un relais stratégique dès la basse époque, accueillant les contingents étrangers, les ambassades et les cargaisons de blé que le Nil régurgitait chaque crue. Pourtant, après le règne de Psamétique Ier, la cité perdit graduellement de son éclat, éclipsée par la fondation d'Alexandrie. Les références littéraires s'y font rares jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. J.B.C. date de sa dernière mention. Dès lors, le sable et la vase prirent le pas sur la mémoire des hommes. Ce n'est qu'en l'an 2000 qu'une équipe dirigée par Franck Gaudiot repéra au large d'Aboukir des anomalies sur les fonds marins à l'aide d'images satellites et de sonars de haute résolution. Les plongeurs découvrirent un monde englouti. Colonnes géantes, sphinx érodés, statues de pierre noircies par l'eau et rues pavées au pavé noyées sous la vase. Quelles mains antiques avaient en fait dressé ces pierres et quels navires jonchaient alors les quais aujourd'hui gorgés d'algues. Chaque fragment remonté à la lumière semblait contredire l'idée d'un âge obscur, rappelant que l'histoire n'appartient pas qu'au texte, mais aussi aux ruines silencieuses. L'architecture du sanctuaire principal, dédié à Amon, offre un spectacle à la fois grandiose et mélancolique. Les portes monumentales, autrefois peintes de rouge et d'or, gisent se coucher, brisées en blocs que recouvrent des coquillages et des coraux. Les hiéroglyphes qui ornent les linteaux narrent à l'épopée d'un pharaon marchand, échangés contre des tonneaux d'huile d'olive et des voiles importées d'Égée. Les bassins rituels, remplis de sédiments, laissent entrevoir les margelles ciselées destinées à des ablutions sacrées. Comment les prêtres d'Héracléon combinaient-ils ces rites avec le tumulte des ateliers d'un marchand? Autour du temple, les quais de pierre s'étendaient sur plusieurs kilomètres, soutenant les entrepôts où s'entassaient céréales, parfums, papyrus et bijoux de lapis-lazuli. Les jarres en céramique intactes, découvertes en position de stockage, révèlent l'équilibre précaire d'une économie fondée sur la dépendance aux marées, aux crues et aux caprices des vents. Pourtant, aucun charpentier n'a laissé d'inscription gravée dans le bois des cales. Tout nous échappe, sauf les formes multiples des amphores étiquetées au sceau du roi. Quel contraste scellé sous ces auvents, et quelle marchandise inédite transitée par cette plaque tournante de l'Antiquité tardive. Plus intrigant encore, le cimetière sous-marin regorge de dizaines de navires coulés, certains calcinés par un incendie brutal, d'autres brisés par une tempête soudaine. Les charpentes de pin, parfaitement conservées et grâce à l'absence d'oxygène, offrent un aperçu des techniques navales égyptiennes tardives. Membrures jointes à l'aide de chevillassants de bois, bordages cloués de bronze, peaux de bétail imprégnées de résine pour l'étanchéité. Comment ces galères, si robustes pourtant, furent-elles saisies par une catastrophe qu'aucune stèle n'a rapportée? Était-ce un séisme sous-marin, un glissement de terrain ou simplement l'affaissement progressif d'un littoral instable? Les épigraphies fragmentaires, gravées sur les blocs des murs, réservent encore des surprises. Des inscriptions bilingues, grecques et démotiques, mentionnent un certain Ammonios le navigateur, qui paraît avoir supervisé l'entretien des digues. D'autres cartouches, partiellement effacées par la corrosion, évoquent Ptolémée IIIe et Cléopâtre IIe, suggérant une occupation et une importance politique jusqu'au 1er siècle avant. JTC. L'étude de ces textes immergés met en lumière un pharaonat tardif résilient qui tenta de maintenir le rôle commercial d'Héracléon face à la concurrence alexandrine.
Quel parchemin aujourd'hui décomposé aurait-il pu confirmer ces intrigues diplomatiques ? Sous les sédiments, les archéologues ont mis au jour une nécropole de petites sanctuaires dédiées à des divinités locales, Sobek, seigneur des eaux, et Neit, guerrière protectrice. De minuscules figurines en faïence gisent brisées, comme abandonnées après un rituel expiatoire. Les fragments d'outils de métal, identifiés comme des grattoirs et des poinçons, témoignent d'artisans travaillant directement au pied des temples. Quel dialogue silencieux existait entre les cultes populaires et les grands sacrements? Comment les habitants mêlent-ils la peur des flots engloutissants et la confiance dans la protection des dieux? Au-delà de la fascination pour ces pierres exhumées, le contexte géologique ajoute un voile d'inconnu. Le delta du Nil, en perpétuel mouvement, avance de plusieurs mètres par siècle, vivant au rythme des crues. Les sols limoneux supportent d'un mal les charges lourdes et l'augmentation du niveau marin après l'Antiquité a accéléré l'enfouissement de la cité. Pourtant, aucune brèche majeure ne fut enregistrée par les prêtres astrologues, naguère maîtres des crues. Comment ces derniers interprétaient-ils l'inexorable montée des eaux? Quel oracle visaient-ils lorsque l'horizon du port se brouillait chaque matin sous la brume saline? Aujourd'hui, la fouille d'Héracléon se fait au rythme lent des plongeurs, suspendus dans une atmosphère irréelle. Chaque fragment de statue ou de stèle ressort de l'eau enveloppée d'un nuage de particules, avant d'être rincé, séché et exposé dans les laboratoires. Les scanners laser sous-marins restituent en 3 dimensions la topographie des monuments, tandis que la photogrammétrie colore les blocs selon leur teinte d'origine. Quelle image s'offrira un jour aux visiteurs du musée? Un port Renaissance, reconstitué dans son courant maritime, ou seulement le reflet de nos interprétations? À l'aube d'une nouvelle campagne, les équipes prévoient d'un Tolls de sonder des zones encore imprégnées de vases, espérant y découvrir des archives, peut-être des papyrus carbonisés, des tablettes de bois peintes ou des rouleaux de lin. Chaque pas, chaque coup de piston fait remonter un éclat de la vie quotidienne. Un bijou de verre importé de Syrie, un scarabée en pierre gravé d'un nom royal, un anneau orné du signe du scorpion. Combien de voix restent chez prisonnières sous ces sédiments attendant d'être entendues? Tandis que nous quittons ce port englouti, où la pierre et le sable portent encore l'empreinte d'un passé fastueux, notre regard se tournera bientôt vers un petit objet de verre, dont la magie chromatique défie l'œil nu. Prochaine escale, la coupe de Lycurgue, miroir des couleurs invisibles. Après avoir quitté les quais engloutis d'Héracléon, où la pierre portait encore l'empreinte des dieux et des marchands disparus, notre regard se fixe maintenant sur un trésor de verre façonné il y a près de 17 siècles. Tenu délicatement entre des gants blancs et entouré d'un halo de lumière tamisée, la coupe de Lycurgue défie l'œil. Tantôt d'un vert tendre, tantôt d'un rubis profond, elle révèle un secret chimique si subtil qu'il fait vaciller l'idée même de la technologie romaine. Comment un artisan de l'Antiquité a-t-il mis au point un verre dichroïque capable de jouer avec les spectres de la lumière bien avant la naissance de l'optique moderne? Découverte au XIXe siècle, probablement enfouie dans une sépulture tardive, la coupe porte le nom d'un roi mythique, Lycurgue, dont le supplice au contact de la vigne serait gravé sur le relief circulaire. Les bas-reliefs décrivent la scène avec une finesse remarquable. Lycurgue, enserré par des sarments, brandit le fouet contre ses ennemis, tandis que les grappes luxuriantes se tordent autour de lui. Pourtant, c'est la matière même de l'objet qui suscite l'émerveillement. En pleine lumière, la coupe apparaît d'un vert émeraude où la sève du vin semble intacte et, une fois tenue à contre-jour, elle revêt la couleur sombre du sang sous les feuilles. Quel alchimiste antique aurait pu découvrir l'usage de nanoparticules de métal avant la science des siècles à venir? Les analyses modernes ont mis au jour la présence de fines particules d'or et d'argent, dispersées à l'échelle nanométrique dans la matrice vitreuse. Ces inclusions, invisibles à l'œil nu, interagissent avec les longueurs d'onde de la lumière selon un phénomène que l'on nomme aujourd'hui résonance plasmonique. Chaque rayon teint le verre différemment, révélant une danse secrète entre photons et électrons métalliques. Comment un souffleur de verre romain, dont les outils se limitaient à des baguettes de fer chauffées et à des creusets rudimentaires, a-t-il contrôlé la concentration et la dispersion de ces métaux précieux dans un mélange fluide? Le processus de fabrication reste une énigme. Les verriers antiques utilisaient en parsant des poudres aphrodisiaques, des débris de métal ou des scories, parfois ajoutés au sable siliceux, avant de chauffer le tout à plus de 1000 degrés Celsius. Dans la fournaise, les minéraux se réduisèrent en particules de taille variable.
Mais la maîtrise d'une taille uniforme, essentielle pour obtenir l'effet dichroïque, suppose une régulation extrême de la température et du temps de cuisson, ainsi que l'ajout de stabilisants dont la composition exacte reste inconnue. Aucune recette écrite n'a traversé les siècles, et aucun traité romain ne détaille ces étapes. Comment ce savoir-faire a-t-il pu se transmettre oralement de maître à apprenti avant de sombrer dans l'oubli ? La coupe elle-même, haute d'à peine 10 cm, est façonnée en calice allongé, reposant sur un pied finement ciselé. Les anses effilées, découpées dans le verre encore malléable, présentent une régularité qui témoigne d'un geste sûr et maîtrisé. Chaque bas-relief du fût est gravé en creux avant le polissage final, donnant vie à la légende de Lycurgue. Comment l'artisan a-t-il réussi cette double prouesse, combiner la délicatesse narrative d'un relief et l'audace d'un matériau réactif à la lumière ? Les historiens devinent que la coupe n'était pas un objet d'usage courant, mais un artefact de prestige, réservé aux cercles les plus fermés de l'élite impériale. Peut-être appartenait-elle à un officier de haut rang ou à un cercle philosophique adepte d'analogies mystiques entre le vin et le sang divin. La propriété du métal dichroïque évoque un lien symbolique. L'or, ou la lumière du soleil, se marie au cuivre ou la couleur du globe céleste, pour conférer à la coupe une dimension sacrée. Quel rituel se jouait autour de ce vin changeant ? Quel discours initiatique accompagnait la lente bascule des couleurs ? Après la chute de Rome et l'essor des royaumes barbares, le savoir verrier recula. Les fours disparurent, emportés par la régression des techniques et la raréfaction des ressources métalliques. Certaines communautés continuèrent à souffler du verre, mais jamais à recréer cet effet dichroïque. L'alchimie médiévale cherchait à répliquer la magie de Lycurgue, mais sans succès durable. Comment un tel écart technologique, né dans l'Antiquité tardive, put-il être perdu pendant un millénaire sans qu'aucun artisan, ni en Byzance ni en Perse, ne parvienne à en retrouver la clé ? Ce n'est qu'au XIXe siècle que la science moderne, équipée de la microscopie et de la spectroscopie, rouvrit le dossier. Les chercheurs isolèrent les éléments, mesurèrent la taille des particules et confirmèrent l'effet plasmonique. Pourtant, malgré l'usage de fours à contrôle numérique, la récidive artisanale du verre dichroïque reste un défi. La moindre variation de concentration ou de température transforme la coupe en un ensemble terne, sans éclat. Comment interpréter cette sensibilité extrême ? Quel degré de perfection exigeait le maître verrier originaire pour atteindre ce miracle de chimie et de lumière ? Les musées du monde entier se disputent-eux la présence de répliques et la possibilité d'exposer l'original ? Dans une salle obscurcie, la coupe de Lycurgue trône sur un socle tournant, éclairé par un spot réglé pour révéler tour à tour ses deux visages. Les visiteurs, fascinés, passent en pan de la contemplation du vert à l'admiration du rouge, comme si la magie opérait à chaque regard. Mais la vraie énigme demeure cachée derrière le verre. Quelles mains humaines, dans l'ombre des fours romains, ont gouverné les lois de la lumière pour créer un objet dont la technologie anticipe les recherches nanoscientifiques d'aujourd'hui ? L'histoire de la coupe nous enseigne que le progrès technique n'est pas toujours linéaire. Des brillantes inventions peuvent surgir, éblouir leur temps, puis s'évanouir, ensevelies par les soubresauts de l'histoire. Chaque grain de verre dichroïque nous aile à questionner notre propre ère. Quel savoir, pourtant à notre portée, laisse-t-il déjà une trace incomplète pour les générations futures ? Comment nos outils numériques et nos algorithmes, aujourd'hui si puissants, seront-ils interprétés dans 2 millénaires ? Alors que la lueur changeante s'éteint doucement sur la coupe de Lycurgue, nos mains, abandonnant ce vestige de chimie antique, s'orientent déjà vers les profondeurs de la Cappadoce. Bientôt, un réseau souterrain de cités se dévoilera sous nos pas. Bienvenue à Derinkuyu, le labyrinthe des âmes. Lorsque nous avons contemplé la coupe chatoyante de Lycurgue, suspendue entre vert émeraude et rouge sanguin, nous avons effleuré l'éclat d'une technologie évanouie. À présent, nos pas nous mènent sous la surface brûlante de la Cappadoce, où un réseau de galeries et de salles s'étend sur près de 60 mètres de profondeur. Un monde englouti, où le silence semble étrangement habité. Comment un peuple, dont la vie respirait au rythme du soleil, a-t-il choisi d'enfouir son existence sous la roche, creusant dans le tuf tendre un refuge aux proportions vertigineuses ? Découverte au début du XXe siècle par un paysan qui suivait la trace de sa bête de somme, Derinkuyu fut d'abord prise pour une simple caverne à moutons. Ce n'est qu'en 1963, lors de fouilles de systématiques, que l'ampleur du site apparut. 7 niveaux fouillés,
contenant chapelle, cuisine, citerne, couloirs étroits et espaces de stockage. Chaque corridor, soigneusement voûté, se raccorde à un autre par des portes rondes en pierre massive, conçues pour être fermentées de l'intérieur. Qui imagina ces rondelles de basalte, prêtes à pivoter pour isoler un étage entier, et quelle menace redoutée justifiait un tel verrouillage? Les études archéologiques datent d'Erinkuyu probablement du 8e siècle avant. Jour après jour, à une époque où la région subissait invasion et migration. Pour certains, il servait de refuge lors des attaques assyriennes. Pour d'autres, il devint un lieu de culte chrétien sous l'Empire byzantin, ses chapelles ornées de fresques pastels découvertes dans les galeries profondes. Mais comment concilier ces usages multiples alors que le nombre de portes et de sas suggère une organisation défensive sophistiquée, capable de sceller en un instant toute la cité contre un envahisseur? À la descente, les yeux d'abord s'acclimatent à la pénombre, puis distinguent dans les bancs de pierre et les renfoncements où s'installaient en lits et coffres. Des conduits de ventilation, percés sur plus de 21 mètres de hauteur, relient chaque niveau à la surface. Ces tuyaux naturels, taillés dans la roche, assurent un renouvellement constant de l'air, malgré l'étanchéité des portes rondes. Qui imagina ce système respiratoire ingénieux, garantissant à plusieurs milliers de réfugiés de vivre dans ces entrailles rocheuses pendant des mois? Quel savoir géologique, physiologique, social se cache derrière cette chorégraphie d'oxygène? L'eau, quant à elle, circulait dans des puits profonds, parfois creusés au cœur des salles principales. Les citernes recueillaient l'eau de pluie canalisée par des rigoles savamment inclinées. Des analyses de sédiments laissent entrevoir des périodes de stagnation, mais aussi des épisodes où Derinkuyu fut temporairement totalement submergé par des nappes phréatiques, avant d'être à nouveau vidé par des ouvriers invisibles. Quel rapport ce peuple entretenait-il avec les eaux souterraines, ces veines liquides que l'on suit à tâtons, à l'intérieur du ventre de la terre? Plus bas encore, des salles de stockage ont livré d'innombrables amphores, jarres et cruchettes, grains, olives, huile, vin. Certains paliers accueillaient même des moutons et des chèvres, abritaient des bêtes sauvages. Les galeries latérales s'élargissent parfois en de véritables salles de banquet, dont le plancher original a disparu, remplacé par des débris de pierre. Comment imaginer la vie en communauté, l'écho des voix et des chants, dans ces cavités où la lumière ne pénétrait jamais? Quel rituel social pouvait unir des familles plongées dans l'obscurité, tandis qu'au-dessus d'eux se déroulait le cycle immuable du jour et de la nuit? Les fouilles les plus récentes ont révélé des inscriptions gravées à la pointe d'un clou, probablement des prières ou des mémoriaux, des croix byzantines, des symboles païens et des pictogrammes énigmatiques cohabitement sur les parois, comme si chaque génération jalonnait le chemin de sa propre expérience. Pourtant, aucune archive écrite n'a survécu. Pas de rouleau de papyrus, pas de parchemin. Quelles histoires humaines sommeillent là, enfouies dans la roche, attendant d'être lues par un regard acéré? Tout à côté de Derinkuyu, d'autres cités souterraines, Kaimakli, Euskonak, Mazi, se répondent, tissant un lycée occulte de tunnels et de passages secrets. Les distances entre elles peuvent atteindre plusieurs kilomètres et l'on imagine des messagers courant sous terre, passant inaperçus aux yeux des envahisseurs. Mais pourquoi si peu de traces de ces voies de communication? Les galeries sont souvent bouchées, effondrées ou confondues avec les carrières de tuf. Quels chemins invisibles reliaient ces cités et quelles alliances silencieuses unissaient leurs habitants? L'abandon de Derinkuyu reste un mystère complémentaire. Au 7e-8e siècle jour après Jésus-Christ, la région subit des invasions arabes et turques. Certains pensent que la cité souterraine devint un piège mortel. L'accès bouché par les envahisseurs, le site aurait été condamné, ses habitants vaincus dans l'ombre. D'autres évoquent un épuisement des ressources ou un déplacement vers des lieux plus hospitaliers. Quels choix tragiques poussèrent dans ces populations, jadis si déterminées à vivre sous la roche, à remonter à la lumière. Aujourd'hui, Derinkuyu attire voyageurs et chercheurs, explorateurs en quête de l'écho d'une humanité souterraine. Les guides locaux, taciturnes, récitent des légendes où des fantômes de moines errent entre les couloirs, pleins de rancœur contre des visiteurs trop bruyants. Pourtant, aucune preuve de rites occultes n'a été trouvée. Pas plus qu'une malédiction gravée sur le basalte. Comment un lieu de refuge a-t-il pu s'encombrer de telles ombres et quelle peur ancestrale persiste dans l'esprit des hommes pour hanter ces cavités? Au terme de cette descente dans le cœur de la montagne, nous refermons la lourde porte ronde derrière nous, laissant derrière un monde tissé d'ombres et de voix étouffées. Le contraste avec la lumière du jour nous frappe, comme si l'on quittait un autre univers,
Tandis que nos yeux se réhabituent à l'éblouissement du ciel, notre route se dirige vers des plaines lointaines, où d'étranges jarres de pierre se dressent comme des sentinelles muettes. Prochaine étape, la plaine des jarres, monolithe de mystère. Dans la lumière diffuse de l'aube laotienne, un paysage de collines basses se couvre soudain d'ombres massives. Des jarres de pierre, alignés en fils énigmatiques, surgissent de l'herbe haute comme autant de géants pétrifiés. Le vent, chargé de l'humidité des rizières très voisines, effleure la surface rugueuse de ces vases immobiles et l'on croit entendre le frémissement d'une foule ancienne. Pourquoi ces récipients colossaux, certains hauts de plus de 3 mètres, ont-ils été disposés ici, au cœur du plateau, à des milliers de kilomètres de toutes sources écrites ? Chaque jarre, empreinte unique dans le tuf, garde le secret d'un rituel ou d'une utilisation oubliée par le temps. Les premières mentions occidentales de la plaine des jarres remontent aux explorations du début du XXe siècle, lorsque des officiers français franchirent les collines dans l'espoir de détecter des vestiges khmers ou angkoriens. Les carnets de route décrivent un tapis de pierre brute, aux contours parfois circulaires, parfois cubiques, disséminés sans logique apparente. Ce n'est qu'après l'indépendance du Laos que des fouilles systématiques furent entreprises, révélant plusieurs sites numérotés, chacun regroupant entre 30 et plusieurs centaines de jarres. Et pourtant, aucune inscription, aucune offrande funéraire n'accompagne ces monolithes. Seuls quelques tessons de poterie et rares fragments d'os brisés témoignent d'une présence humaine fugace. Les jarres sont extraites localement, façonnées dans un grès ou un grès ferrugineux plus dur, parfois partiellement poli. Les analgésides de la pierre laissent entrevoir les traces d'outils métalliques rudimentaires, burins et marteaux de fer simples, mais aussi d'abrasifs sablonneux qui permettent d'affiner les parois. Les tailleurs suivaient sans doute les veines naturelles du roc, détachant des blocs irréguliers avant de les évider soigneusement. Malgré l'absence d'outils sophistiqués, la précision du creusement, parfois à plus de 2 mètres de profondeur, force l'admiration. Comment ces artisans ont-ils mesuré et calibré chaque jarre pour qu'elle supporte des milliers d'années d'exposition aux moussons ? L'une des hypothèses dominantes propose que ces jarres servaient de réceptacles funéraires protohistoriques. Des fouilleurs ont retrouvé, à proximité, des restes incinérés mêlés à de la cendre, des perles et des ossements humains très fragmentés. Le vase aurait pu accueillir les cendres des défunts avant qu'on ne garnisse l'intérieur de recouvrements légers, aujourd'hui disparus. Pourtant, aucune structure de couverture digne de ce nom n'a subsisté, ni aucun tumulus. Cette théorie souffre du constat que seule une fraction infime de jarres montre des traces de crémation. La majorité garde un intérieur uni, sans traces de feu ou de résidus organiques. D'autres archéologues évoquent un usage lié à la fermentation ou au stockage de produits agricoles. Les communautés de la fin de l'âge du fer cultivaient déjà du riz, du maïs et des tubercules, et la possibilité d'un contenant étanche pour conserver des boissons fermentées, bière de riz ou vin de palme, ne saurait être exclue. Les parois épaisses des jarres, conservant la fraîcheur, auraient constitué des réfrigérateurs avant l'heure. Cependant, aucun résidu chimique n'a encore été détecté sur les parois, et aucun petit tuyau ou bec verseur ne suggère un service régulier. Les usages agricoles, bien que séduisants, ne résolvent pas le mystère de leur installation sur des pentes isolées. Les techniques de prospection modernes ont apporté un éclairage nouveau. Des relevés lidar ont cartographié la topographie sous-jacente, révélant de possibles tranchées d'extraction et des chemins disparus. Le radar à pénétration de sol, GPR, a mis en évidence des galeries cavées sous certaines jarres, des canaux de drainage et de curage. Mais ces instruments sophistiqués échouent à percer le mystère de la destinée finale des vases. Certains semblent avoir été intentionnellement brisés, leurs fragments abandonnés au pied des pierres intactes. S'agit-il d'un rituel de clôture, d'une destruction votive ou d'un abandon purement opportuniste ? Les risques de bombardement non explosés, UXO, compliquent l'accès au domaine où sont disséminés ces vestiges. Le Laos, théâtre de bombardements intenses pendant la guerre du Vietnam, offre un terrain parsemé de bombes inactives, rendant chaque fouille potentiellement mortelle. Des zones entières demeurent inaccessibles, et l'ONU entame à peine leur déminage. Combien de jarres reposent sous des bombes abandonnées et que recèlent ces sites inexplorés ? Le silence du sol se double d'un danger latent, témoignant de l'ombre récente qui plane sur ce passé lointain.
Les populations locales, descendantes de peuples Khmu ou Laos, narrent des légendes où ces jarres appartenaient aux géants Izan, mangeurs de chair humaine, expulsés lors d'un pacte avec les esprits de la montagne. Les conteurs évoquent un roi cannibale, Singsei, dont les tables se dressaient sur ces récipients monstrueux. Ces récits oraux, filtrés par les croyances animistes, éclairent donc la dimension symbolique du lieu. Un espace intermédiaire où les vivants, les morts et les forces invisibles se rejoignaient. Mais cette tradition n'explique ni la chronologie ni la diversité des formes. Les datations au radiocarbone, opérées sur les charbons issus des foyers découverts à l'intérieur de quelques jarres, situent leur usage entre 500 avant, jours après Jésus-Christ, et 200 après. Gîte tracé à une époque de transition au sud-est asiatique. Les comparaisons avec les sites de Ban Chang, de Dvaravati ou de la pré-angkorienne montrent des similitudes culturelles, mais aucune n'offre de version explicative des jarres. L'écart temporel avec les foyers funéraires connus, souvent plus tardifs, complique la datation précise de leur première mise en place. Comment ces communautés, sans écriture, ont-elles transmis, génération après génération, les secrets architecturaux et rituels nécessaires à la création de ces monolithes ? Les études géochimiques révèlent parfois des inclusions minérales non locales, suggérant que certaines jarres proviennent d'un grès importé, transporté sur plusieurs dizaines de kilomètres. Quel commerce précoce organisait le transfert de matériaux si volumineux et si lourds ? Les caravanes de buffles, les radeaux de bambou sur les rivières, ou des rollers de bois ont pu être mis à contribution. Mais aucune voie terrestre distincte n'a été repérée, ni aucun dépôt intermédiaire. Quelle route mystérieuse reliait ces ateliers de taille aux collines, si ce n'est un chemin rituel aujourd'hui englouti par la végétation ? Au-delà de l'éclat des pierres et des légendes, la plaine des jarres interroge notre capacité à comprendre un passé sans témoignages écrits. Les fouilles se poursuivent, lentes et dangereuses, guidées par la volonté de déchiffrer un lieu que l'on croyait jadis maudit. Mais plus les archéologues scrutent les creux et les fissures, plus le silence se fait dense, porteur d'une magie lourde et irréductible. Quels secrets enfouis sous ces pierres muettes attendent encore d'être soulevés ? Tandis que nous nous retirons lentement de ce plateau nappé de mystère, l'écho des jarres semble nous inviter à poursuivre l'exploration des royaumes engloutis et cachés. Nos pas, dessinés dans la rosée matinale, se dirigeront bientôt vers les sanctuaires secrets de Tikal, où des chambres royales, longtemps dissimulées, attendent d'offrir leurs songes de pierre. Sous la brume matinale qui s'élève du Petain, les silhouettes monumentales des pyramides de Tikal percent la forêt comme autant de doigts de pierre tendus vers un ciel immuable. Le chant lointain des singes hurleurs résonne entre les fuites des temples, tandis qu'un souffle humide fait frissonner les dalles antiques. Quelle salle secrète repose sous ces gradins de pierre, tapis dans l'ombre depuis un millénaire, prêtes à révéler des trésors et des récits enfouis sous le poids de la canopée ? Tikal, merveille maya du classique, vécut son apogée entre 200 et 900 après Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ, gouverné par une lignée de souverains dont les noms glissent sur les stèles comme des murmures perdus. Temple Prang, dédié à Jasao Chan Kaawil Prang, surgit au cœur de la grande place, gardien d'un tombeau somptueux découvert en 1962. Pourtant, si l'un de ces monarques repose déjà sous des tonnes de pierres, combien d'autres chambres d'apparat attendent encore d'être exhumées, cachées sous des pyramides moins explorées ? La fouille du temple a mis au jour un dédale de couloirs voûtés, conduisant à une chambre centrale où reposait le corps du souverain enveloppé de jade, d'or et d'obsidienne. Les parois ornées de glyphes funéraires célébraient ses victoires et sa descente mythique aux enfers. Mais dès lors, les archéologues les pressentirent à d'autres cryptes potentielles, dissimulées sous temples quatres ou bien au pied du groupe nord, là où le sol cède encore à des sondages timides. Pourquoi ces sanctuaires royaux furent-ils scellés sans qu'aucun indice précis ne survive aux pillards et aux tempêtes tropicales ? Les relevés récents par l'IDAR ont fait éclore un réseau d'anomalies géométriques dans la canopée dense, contournant la technique classique du débroussaillage. Des galeries oblongues se dessinent, ponctuées de terrasses inachevées et de passages obstrués. Ces lignes subtiles, invisibles depuis le sol, attestent la présence d'antres souterrains, véritables artères de pierre creusées par des mains anciennes. Comment ces corridors épousaient-ils la topographie naturelle et quels rituels secrets guidaient leur tracé sous la ville vivante d'autrefois ?
L'architecture maya déploie sous les pyramides un art du contrepoids. Couloirs et antichambres reposent parfois sur des sols drainants, évitant l'accumulation d'eau en saison des pluies. Les voûtes en encorbellement, gérées millimètre par millimètre, dessinent des plafonds silencieux où résonnent encore les pas suspendus des prêtres funéraires. Chaque chambre semble avoir été pensée comme un microcosme, reflet du monde terrestre et des mondes souterrains de Xibalba. Quelle symbolique reliait le tombeau royal à ce royaume des ombres? Selon les croyances mayas, les inscriptions glyphiques gravées sur les jambages de certaines salles, à peine visibles sous la mousse, évoquent la nuit rouge et la paupière de l'offrande. Selon les épigraphistes, ces termes suggèrent un rite d'investiture posthume, où le souverain, désormais divin, participait aux cérémonies du crépuscule cosmique. Or, la transmission orale s'étant tarie, seule l'analyse minutieuse des glyphes offre aujourd'hui une clé, fragile, pour décrypter ces allusions. Qui a scellé ces portes en prononçant les derniers mots sacrés, et pourquoi l'écriture cessa-t-elle sitôt la tombe refermée? Les premières intrusions clandestines remontent aux années 1930, lorsque des chasseurs de trésors creusèrent des tunnels hasardeux sous Temple II à la recherche de parures en jade. Beaucoup furent simplement stoppés par l'effondrement des voûtes, mais des artefacts, bracelets, pointes en bronze, disparurent à jamais. Ces creusements non documentés ont irrémédiablement altéré l'intégrité des structures, brouillant la piste des archéologues modernes. Comment reconstituer un plan fiable de ces chambres sacrées, tant les anciennes cavités se confondent avec les excavations illégales? Les récits chantés par les communautés Quechí évoquent Bandé-Bangalri des étoiles, lieu où les ancêtres honoraient le quotidien en offrant du chocolat et du maïs au soleil couchant. Selon la légende, certains passages menaient jusqu'à une salle des visions, où le regard du roi posé sur un autel de pierre survivait dans la pénombre. Ces traditions orales, sauvegardées dans les récits familiaux, offrent un écho précieux à la science, rappelant que l'archéologie s'enrichit aussi des mémoires vivantes. Quels fragments de vérité se nichent dans ces champs entre mythes et mensonges volontaires? La préservation des sites de Tikal impose une équation délicate. Extraire le moindre objet des cryptes fragilise les parois, tandis que laisser les tombes intactes empêche toute étude complète. Les archéologues privilégient désormais l'approche non invasive, combinant géoradar et tomographie sismique pour cartographier les chambres sans y pénétrer. Pourtant, chaque méthode rencontre ses limites. Le tuf volcanique, composé de cendres compactées, résonne de manière imprévisible face aux ondes. Comment dessiner un schéma fiable des chambres royales, sans risquer de provoquer l'effondrement de la cité? Dans les débats scientifiques, certains défendent la thèse d'un panthéon souterrain, où chaque temple principal dissimulerait un mausolée distinct. D'autres proposent qu'une nécropole unifiée ait été construite entre les temples 1 et 2, sous un toit disparu depuis longtemps. Les artefacts en terre cuite, retrouvés dans des niches scellées, pourraient indiquer l'existence de tombes secondaires, dédiées aux consorts et aux nobles. Quel réseau funéraire soulignait la hiérarchie royale entre héritiers et lignées collatérales? Et pourquoi si peu de ces sépultures émargent-elles dans les écrits aztèques ultérieurs, qui conservent pourtant bien d'autres traditions préhispaniques? L'épave du temps a englouti la plupart des objets périssables. Tissus de coton, peintures murales et offrandes organiques n'ont pas résisté à l'humidité équatoriale. Seuls subsistent les récipients en pierre, les haches cérémonielles et les fragments de jade. Ces éclats déposés le long des piédestaux laissent entrevoir des gestes rituels abondants, où le sang et le souffle du peuple se confondaient dans la poussière sacrée. Comment restituer la scénographie de ces funérailles royales où la mort devenait un pont vers l'éternité cosmique? Les prochaines campagnes feront appel à des robots autonomes, capables de s'aventurer dans les couloirs étroits et se repérer à la lumière infrarouge, collectant des images 3D sans déranger la structure. Les projets d'intelligence artificielle analyseront les motifs ornementaux, repérant les séquences glyphiques, puis compareront ces données à d'autres sites mayas encore inexplorés. Quel bond spectaculaire ces technologies offriront-elles à l'archéologie sans éclipser l'intuition humaine? Sauront-elles percevoir l'ombre d'un trône invisible, oublié sous des tonneaux de pierre? Tikal, cité de pierres et de silence, nous rappelle que la fidélité au passé exige patience et humilité. Chaque chambre royale dissimulée sous la canopée est une invitation à réinventer les récits, à redécouvrir la portée sacrée des tombeaux et à entendre les voix disparues.
Alors que nos lampes frontales s'éteignent dans la fraîcheur du crépuscule, notre route nous conduira bientôt vers les vastes motifs gravés de Nazca, où les lignes du désert tracent un puzzle céleste. Lorsque l'aube perce timidement l'horizon aride de la pampa péruvienne, les premières lueurs révèlent un réseau de tracés immenses, étirés sur la terre comme une toile d'araignée géométrique. Ces lignes, visibles uniquement du ciel, s'entrecroisent en figures animales, formes géométriques et sentiers rectilignes infinis, défiant la logique d'un paysage où l'homme ne semblait pas devoir laisser champ de tels signes. Comment des civilisations précolombiennes, sans engins volants ni vue d'ensemble, ont-elles dessiné cet atlas énigmatique, tissant un message ou un rituel que l'érosion du temps n'a point effacé? Les estimations archéologiques situent la réalisation des lignes entre 500 avant, jour après Jésus-Christ, et 500 après, jour après Jésus-Christ, sur une vaste plaine caillouteuse balayée par des vents constants. Les concepteurs ont dégagé la surface en enlevant délicatement les cailloux sombres pour faire apparaître la terre claire sous-jacente. Les tracés atteignent parfois plusieurs kilomètres de longueur, formant des motifs d'araignées, de colibris, de singes ou de chiens, mais aussi des spirales et des trapèzes mystérieux. Chaque courbe, chaque angle épouse une rigueur mathématique surprenante, comme si les artisans avaient un plan global en tête, même s'ils ne pouvaient le percevoir dans son ensemble. Les hypothèses abondent quant à la fonction de ces dessins. Pistes d'atterrissage pour étranges vaisseaux célestes, cartes astronomiques alignées sur les étoiles, repères rituels pour cérémonies dédiées aux divinités des pluies, ou encore sentiers de pèlerinage pour guider l'âme des morts. Pourtant, aucune source orale ni chronique indigène n'a transmis le dessin originel de ce puzzle géant. Sans témoignage écrit, toute interprétation repose sur l'étude des alignements solaires ou planétaires et sur des conjectures relatives aux croyances andines. Qui signala ces orientations et quel dialogue silencieux s'établissait entre la plaine et le cosmos? Les relevés satellitaires modernes ont confirmé que certaines lignes s'alignent avec les levées et couchers du soleil au solstice. À l'équinoxe, un ras de lumière rejoint l'extrémité d'un trapèze de plusieurs kilomètres, suggérant un observatoire rituel. D'autres tracés pointent vers des sommets andins lointains, comme si chaque ligne tendait un regard vers une montagne sacrée, lieu de culte ou source d'eau vitale. Mais l'absence de structure bâtie à l'extrémité de ces sentiers laisse planer le doute. Un pèlerinage pouvait-il se dérouler à pied, guidé par ces marques invisibles depuis le sol? Lors de la période humide, après les rares pluies, les lignes deviennent visibles sous un contraste plus doux et des zones boueuses révèlent parfois des empreintes de pas humains imprévues, ajoutant à la dimension rituelle. Certains segments de sentiers sont larges de plusieurs mètres, pouvant recevoir un cortège de plusieurs dizaines de personnes. Les fouilles légères ont mis au jour de petits autels de pierre à intervalles réguliers, suggérant que les processions, peut-être liées aux cycles agricoles, s'arrêtèrent à des stations de prière. Quelles invocations muettes accompagnaient la progression sur ces sentiers sans fin apparente? Plusieurs figures zoomorphes semblent se déployer dans un ordre narratif spatial, comme une fable gravée dans la poussière. Le colibri, oiseau messager, précède souvent l'araignée, tisseuse du destin, puis suit un singe, symbole de la fertilité. Comment ces séquences s'articulaient-elles en un récit mythique, si elles ne pouvaient en être perçues que par un point de vue aérien? Les prêtres ou chamans, peut-être postés sur des plateformes érigées ou sommités de collines, guidaient-ils les fidèles dans l'interprétation d'une cosmographie vivante, inscrite sous leurs yeux? L'étude géophysique révèle que certaines lignes plus anciennes furent réutilisées et prolongées par des générations successives, modifiant légèrement leur tracé. Des réparations ponctuelles témoignent d'un entretien régulier, comme si le site demeurait sacré pendant un millénaire. Pourtant, la conquête espagnole et le redéploiement de la population réduisirent ces démences et rituels à l'abandon. La mémoire du sens s'effaça, ne laissant que le puzzle géométrique. Qui conserva un fragment de la tradition avant qu'elle ne sombre dans l'oubli? Les tentatives de recréer une piste d'atterrissage moderne ont vite été abandonnées. Le sol meuble et inégal rend tout décollage périlleux, et l'hypothèse ovni ne résiste pas aux contraintes techniques de l'aviation contemporaine. De même, le parallèle avec les cercles de pierre d'Écosse ou les alignements de Stonehenge s'arrête aux grandes lignes. L'écriture de la Plaine Rouge ne propose ni ménagement ni répétition rituelle, mais une forme pure, abstraite et systématique. Quelle abstraction géométrique poussait ces sociétés à graver la plaine comme une toile vierge.
Aujourd'hui, l'UNESCO protège la plaine, limitant l'accès aux sentiers de randonnée surélevés et aux survols en avion léger. Chaque matin, les guides racontent aux visiteurs la beauté étrange de ces tracés, et l'émerveillement est toujours au rendez-vous. Pourtant, pour l'âme des anciens artistes, pour qui chaque geste de grattage était un acte sacré, l'essentiel demeure le regard invisible qu'ils portaient l'un vers les cieux. Quel appel muet s'adressait à la voûte céleste, et pourquoi ces mots de pierre, éphémères comme l'écho du vent, persistent-ils aujourd'hui comme un chant inaudible ? En quittant la plaine, alors que le soleil monte à l'horizon limpide, on emporte avec soi un sentiment de fragilité. Nos propres marques au monde, aussi vastes et précises soient-elles, seront un jour recouvertes de poussière, effacées par les vents. Les lignes de Nazca nous invitent à entendre ce que la terre elle-même nous confie. Un message paisible et silencieux, tracé dans la désert, reliant l'homme à l'infini du ciel. Prochaine halte, le retour en Europe du mégalithe de silencieux de Stonehenge. Sous la lumière tamisée de l'aube, les immenses blocs bleutés se dressent comme des sentinelles venues d'un autre monde. Le vent caresse leur surface rugueuse, exhumant un murmure ténu, presque imperceptible, que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. Ces pierres nommées Bluestones ne sont pas nées sur ce plateau de Salisbury. Elles ont parcouru plus de 250 km, transportées depuis les collines de Preseli au pays de Galles, bien avant que l'écriture n'inscrive leur récit. Pourquoi un peuple préhistorique, privé de métal et de charpente, a-t-il mobilisé un tel effort pour réunir ces roches venues de si loin ? Le déplacement de ces monolithes constitue l'un des mystères les plus profonds de l'archéologie européenne. Les géologues ont identifié dans chaque fragment la signature d'un type de rhyolite ou de dolérite propre aux affleurements gallois. Pourtant, aucun témoignage matériel, routes pavées, traîneaux organiques, restes de cordage, n'a traversé les siècles pour détailler la logistique de ce voyage. Soutes des lointaines barques néolithiques, flottage sur des radeaux de bois, convois humains tirant les pierres sur des traîneaux huilés, chaque hypothèse bute contre l'absence d'empreintes tangibles, comme si la Terre avait avalé les vestiges de cet exploit colossal. Une fois parvenus à Stonehenge, les Bluestones furent agencés en un cercle intérieur, au cœur d'un anneau de sarcens imposant. Leurs positions changèrent à plusieurs reprises. D'abord disposées en un cercle simple, puis réduites à un fer à cheval, avant d'être partiellement réajustées au fil des millénaires. Ces modifications successives soulignent des révisions rituelles ou fonctionnelles, mais la finalité originelle échappe à toute certitude. Quel rite accompagnait l'érection de ces blocs ? Quelle symbolique sous-jacente guidait le choix d'une pierre bleutée plutôt que d'une pierre dorée ? La couleur même des Bluestones renforce leur aura de mystère. Sous le soleil, elles offrent des reflets de quartz scintillants, tandis que dans la pénombre, leur teinte se fait sombre, presque indigo. Certains chercheurs ont mis en évidence leurs propriétés acoustiques. Lorsqu'on frappe délicatement la surface, l'écho se propage dans le cercle, produisant une résonance grave, comme un appel sourd à l'invisible. Était-ce un instrument primitif, un organe de pierre destiné à guider les participants d'un rite nocturne, ou ce phénomène resta-t-il inaperçu, simple effet secondaire d'une roche choisie pour sa robustesse ? Les prospections géophysiques ont dévoilé sous le sol des alignements de trous et de fosses, témoins de structures disparues. Les postoles circulaires, alignés sur des axes solsticiaux et lunaires, suggèrent de l'existence d'un calendrier cérémoniel dont les Bluestones formaient le cœur sacré. Pourtant, plusieurs de ces emplacements restent vides. Des pierres furent extraites, pillées ou tombées là, puis réutilisées ailleurs. Combien de blocs originels manquent ? Quelle était l'étendue première de ce cercle intérieur et quel message s'était gravé dans sa géométrie ? Les datations au radiocarbone et au pollen ont permis d'établir que l'érection des Bluestones intervint aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, avant même la mise en place du grand cercle de Sarsens. Cette antériorité donne à Stonehenge un caractère de Cathedral of the Stones, un sanctuaire fondamental où le moindre ajustement modifiait le lien entre le ciel et la terre. Qui furent d'un fait les architectes invisibles de cette première phase ? Ont-ils transmis leur savoir aux générations suivantes, ou chaque nouvelle manipulation renaissait-elle d'une inspiration inédite ? Au fil des fouilles, des éclats de pierre et des parois brisées ont été retrouvés, suggérant qu'une partie des Bluestones était soigneusement sculptée, peut-être pour épouser des formes symboliques aujourd'hui perdues. Des traces de polissage, des surfaces planes et des angles taillés laissent penser qu'un art de la pierre circulait autrefois,
et que Stonehenge n'était que la pointe émergée d'un continent mégalithique. Quels ateliers dispensaient ce savoir-faire? Quels échanges unissaient Salisbury à d'autres foyers de taille de la pierre aux confins de l'Europe néolithique? Au-delà du monument lui-même, aucune habitation de grande taille n'a été découverte à proximité immédiate. Pas de village permanent ni de quartiers artisanaux étendus. Les communautés néolithiques semblaient revenir périodiquement pour ériger, ajuster puis abandonner le site. Cette absence de foyer fixe pose la question de la nature de Stonehenge. Un sanctuaire itinérant, un lieu de pèlerinage saisonnier? Comment coordonner des rassemblements massifs sans qu'aucune trace de campement ne subsiste? Chacun de ces retours devait se dérouler selon un rituel immuable, préservé dans la mémoire orale, aujourd'hui perdue. Les mythes celtiques plus tardifs, rapportés par les chroniqueurs médiévaux, mentionnent parfois des géants ayant transporté les pierres ou Merlin disposant chaque monolithe par magie. Bien que ces récits soient d'un postérieur de plusieurs millénaires, ils traduisent la fascination collective pour l'origine improbable des Bluestone. Comment distinguer la poétique du réel lorsque chacun cherche à combler le vide documentaire par des fables? La légende et la science continuent de se mêler dans un tissage où la part d'ombre reste essentielle. Malgré les efforts de restauration du XIXe et du XXe siècle, plusieurs pierres furent replacées sans respecter les socles originels, altérant la topographie rituelle du cercle. Chaque intervention moderne, même guidée par la préservation, transforme légèrement l'empreinte laissée par les bâtisseurs anciens. Comment réconcilier l'urgence de sauvegarder cet héritage fragile avec la prudence nécessaire à une reconstitution fidèle? Les futures générations hériteront d'une architecture déjà revisitée, mais peut-être moins authentique. Stonehenge, de nos jours, demeure un creuset de recherche interdisciplinaire. Archéologues, géologues, astrophysiciens et historiens unissent leurs compétences pour déchiffrer les strates d'usure et les plis de la mémoire de pierre. Les technologies laser et les modélisations informatiques restituent peu à peu la silhouette des premiers cercles, tandis que l'étude des sols révèle des offrandes organiques fossilisées. Pourtant, chaque nouvelle découverte soulève un fossé entre la connaissance acquise et l'immensité de l'inconnu. À l'heure où la foule des visiteurs se presse aux abords du site, les Bluestone se dressent dans une patience millénaire, affrontant le tumulte contemporain. Leur surface patinée raconte un récit silencieux de rites perdus, de voyages lointains et de mains disparues. Dans le bruissement du vent, on perçoit l'écho des pas anciens, le murmure des voix rituelles et l'invitation délicate à plonger dans le mystère encore vivant sous la pierre.